Aujourd'hui marque le retour de l'actu du MMA, mais on le transforme légèrement. Comme avant, on se concentre sur l'actu française, mais à partir de maintenant, on ne va pas hésiter à discuter de sujets internationaux également. Pour l'occasion, on va un peu parler de Canelo contre Crawford, hashtag Netflix quand même, et nous allons couvrir l'ARES 34 qui a lieu ce samedi. Après un UFC Paris qui marquait un franc succès pour le MMA français, on se concentre sur le circuit régional avec une carte qui passe sous les radars, mais qui a pas mal de points d'intérêt. On décortique de tout ça juste après l'intro. Bienvenue chez Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Tous. Alors, avant de commencer, un tout grand merci à vous. On a enfin dépassé le cap des 50 000 abonnés. Mais le mieux dans tout ça, c'est qu'on a 50 000 abonnés de qualité. Donc, un grand merci pour votre appréciation de l'art de la bagarre. Allez, on se plonge dedans. La partie de l'actu du MMA FR est sponsorisée par Onae. Cet épisode est sponsorisé par Onae parce qu'après un gros entraînement, chaque athlète mérite une bonne douche. Onae est la marque de référence pour les gars solides. Savon fait à la main à Marseille, bourré d'ingrédients actifs. Toute l'équipe Fight Minds a testé, toute l'équipe Fight Minds a approuvé, toute l'équipe Fight Minds vous le recommande. Cette année, ils sortent leur gamme de parfums inspirés par leurs savons les plus commandés. À l'image de leur savon, c'est sans ingrédients douteux et très plaisant pour vos sens olfactifs et ceux de vos proches. Foncez sur notre lien en description et profitez de 10% de réduction avec notre code FIGHT10. Brian, j'ai plusieurs personnes qui, depuis 6 mois facilement, me demandent en off, est-ce que l'ARES est en perte de vitesse? Est-ce qu'il y a moins de hype qu'avant? Et je suis assez curieux d'avoir ton avis là-dessus. Oh bah, je pense que la perte de vitesse, elle est indéniable, hein. Je pense que c'est difficile de pouvoir argumenter autrement. Par contre, je trouve que malgré la perte de vitesse, il y a eu une sorte de maintien comme ça. Il y a une chute qui s'explique avec pas mal de facteurs. Et je trouve que là, ils arrivent à se maintenir et ils proposent quand même des cartes de qualité dans un environnement qui est très concurrentiel, très compliqué, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment où il y a une perte de vitesse et je ne savais pas vraiment répondre si c'est lié au fait que ce soit plus sur l'UFC Fight Pass, parce que ça, c'est très subjectif et très personnel. Le fait que ce soit plus sur l'UFC Fight Pass, je vais être 100% honnête, je me casse plus la tête à regarder. Avant, j'avais cette facilité, c'était sur l'UFC Fight Pass, j'avais accès, je regardais, et parce que les cartes m'intéressaient. Ici, les cartes m'intéressent, mais c'est un casse-tête pour les Belges de pouvoir regarder, donc voilà, je prends plus vraiment le temps de regarder. Et par conséquent, peut-être que comme je suis moins intéressé par... Enfin, je regarde moins l'ARES, je suis moins intéressé par les sujets sur Twitter de l'ARES. Et donc, je vois moins de communication autour de la promotion. Et c'est pour ça que j'ai ce sentiment de perte de vitesse. Mais si tu corrobores ça et que pas mal de gens me posent la question, je pense que clairement, il y a eu une perte d'intérêt à un moment donné. Alors, je ne me rappelle plus comment c'était les diffusions en France. En tout cas, c'est clair que nous, en Belgique, c'était sur l'UFC Fight Pass. C'était très, très accessible dès que tu avais l'UFC Fight Pass. Et c'était mon cas, et c'est mon cas, et c'est le tien. Une fois que c'est passé chez Canal+, je me demande si à un moment, c'était pas Canal+ Sport ou en France. Ça n'a jamais été chez RMC. Hein. Non, à la base. Donc, quand moi je commentais l'ARES, ça remonte à il y a 3 ans maintenant, déjà. Ouais. Le temps passe vite. Il y avait nous pour l'UFC Fight Pass, et alors il y avait Canal+. Donc ça fait très longtemps que c'est sur Canal+, et je pense que maintenant ils ont juste enlevé l'UFC Fight Pass, et ça reste sur Canal+. Au-delà de ça, donc il y a la visibilité sur ces médiums-là, mais il y a aussi le nombre de places vendues, et on a vu ARES qui est parti sur une autre dynamique en proposant, tu te rappelles, des places VIP dans des studios, donc avec d'autres stratégies. Je pense que c'est un des facteurs, mais c'est pas le seul. Je pense que le plus gros facteur pour moi, ça a été la fuite des combattants. Et la fuite des combattants, elle s'expliquait, alors, à mon avis, hein, à mon sens, pour 3 raisons. La première raison, c'est la concurrence qui est arrivée avec le PFL notamment, avec Hexagone, qui est un très très bon tremplin et qui a montré au fur et à mesure des années qu'en étant jeune professionnel, tu pouvais vraiment grandir, monter et être respecté dans l'organisation. Ouais, ça c'est une deuxième option en France. Et un PFL qui était capable de concurrencer les primes. Ouais. Parce qu'il faut se rappeler que ARES, au tout début, ça brûlait de l'argent. Hein. Les primes, elles étaient très, très conséquentes. Ouais. Donc, je pense que la première raison, c'est la concurrence, clairement.
La deuxième raison, c'est toutes les histoires de contrats, de blocage, de combattants qui se retrouvaient coincés avec, enfin voilà, dans une France qui est pas très habituée à ça, tu vois? Ouais, alors Heu qu'au final, enfin, la plupart des promotions ont des contrats béton comme ça. Oui, mais on a vu, par exemple, Hexagone qui relâchait, je me rappelle c'est quoi? C'est qui? Varela? Varela, ouais. Varela, ils l'ont relâché pour le KSW. Après, il leur a dit: «Ouais, je vais pas» enfin, tu vois, des trucs qui manquaient un peu, des gens un peu, je vais pas dire fautifs, mais voilà, tu vois? Il y a que dès que tu donnes un peu trop de liberté, les combattants en profitent un petit peu. Là, Ares a voulu vraiment mettre en place: «OK, vous avez signé, bah, faut lire votre contrat les amis, c'est pro ou c'est Ouais. rien» et c'était, un peu lourd. Tu avais pas envie de te faire coincer ou te retrouver à devoir, continuer à faire des combats parce qu'ils l'ont joué un petit peu comme l'UFC, tu vois? C'est Sur clair. la manière de cadenasser les combattants. Je pense que ça a aussi fait réfléchir beaucoup de combattants avant de signer. Mmh. Et puis le troisième point, je pense aussi, hein, faut pas se cacher, je pense que l'image, Fernand Lopez, ça a pu jouer. Heu, la chute de Fernand Lopez, enfin entre guillemets, hein, et puis son retrait de la vie publique, hem et puis toutes les histoires qu'il y a pu avoir, ça a pu entacher, bon déjà le club, clairement, d'une certaine manière l'organisation. Je pense que ça tous ces éléments-là, je ne dis pas qu'il y en a un seul plus qu'un autre, mais tous ces éléments-là ont clairement, touché, quoi. Ouais. Et moi, je me pose une question sur Fernand. Est-ce que c'est le fait que soudainement son image ait été, vraiment basculée? Ou bien c'est le fait qu'il se soit carrément retiré? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une réelle importance au succès d'une promotion de MMA à avoir un président qui a de la prestance. Et c'est clairement un élément qui manque au PFL. Ouais. C'est un élément qui peut manquer dans d'autres promotions. Et je Ah pense que oui. la présence de Fernand Lopez en tant que président de Ares, dans sa manière de communiquer, dans sa présence en ligne, dans les conférences de presse qui faisaient chaque fois Bien sûr. des petits buzz, ça The aide King and the aussi. G, tu vois? Ouais, ça Mmh. aide aussi, ça aide aussi. Et donc, Ah oui. comme tu l'as dit, la première phrase que tu as dit quand je t'ai posé la question, c'est que c'est un ensemble de facteurs. Il y en a certains qui Mmh. ont plus de poids que d'autres, mais je pense que tous ces facteurs sont peut-être arrivés grosso modo dans la même période, et c'est ça qui a justifié une grosse perte de vitesse soudaine. Mais comme tu l'as dit, on est maintenant sur un niveau de maintien où au final, quand tu observes chacune de leurs cartes, il y a toujours des points d'intérêt, et de temps en temps, ils te sortent quand même des très, très grosses cartes encore maintenant. Oui, bien sûr et puis, la fuite des combattants, j'ai dit qu'il y avait la concurrence, mais il y a aussi plein de combattants qui sont partis de chez Fernand et qui étaient, à l'ARES, tu vois? Ouais. Baki qui est parti, Imavov et ils sont je ne pense pas qu'ils soient partis pour des questions de compétences. Je pense que c'est qu'ils étaient en total désaccord avec, ce que Fernand pouvait représenter. Je Ouais. m'avance peut-être, mais il y a eu enfin voilà, il y a eu des histoires, il y a eu beaucoup d'histoires, enfin voilà. Je pense que cet ensemble de choses effectivement fait que l'ARES a un peu chuté. Il y a eu la revente aussi, donc il Oui. a fallu un petit peu, reconstruire. Maintenant c'est un peu flou, il y a plus réellement de personnes, qui représentent l'ARES, Mais c'est ça, en fait, tu as plus cette figure, ouais, les gens enfin, s'attachent aussi à une figure humaine. qu'ils peuvent Bonne qu'ils image, peuvent mauvaise image. ouais, qu'ils peuvent aimer ou détester, hein, Dana White, et il n'est pas apprécié voilà, de tous, mais loin de il a là. il a plus que son importance dans la promotion et Ah dans la bah oui, réussite de l'UFC. ah bah bien sûr. Mais donc effectivement, je te rejoins là-dessus. Il y a tout ce qui touche à Fernand. Il y a à la fois, bah, son image qui a pris un coup soudainement, et le fait que lui ait décidé de plus vraiment être une figure publique. Ça joue là-dedans, et ouais, comme on peut l'analyser, ça a son importance. Et donc en même temps, il y a eu la revente, et donc c'est devenu flou, comme tu le soulignes. On ne sait plus Mmh. trop qui est le matchmaker, on ne sait plus trop qui est le président. Aussi, enfin, on Oui, sait plus trop, maintenant, tu as raison. On sait que beh, c'est Seb et je mais tiens ouais, à ouais. souligner qu'il fait vraiment du bon boulot, Mais mais moi, peu le savent. c'est sur un commentaire d'une de nos vidéos que quelqu'un a dit, je sais plus, je crois qu'on avait fait un Actu MMA FR où on avait vanté, le bon matchmaking, et quelqu'un en commentaire a dit: «Ouais, tu dis ça parce que tu pote avec le matchmaker». Et j'étais là, je fais: «C'est qui le matchmaker?» Genre, je savais même pas qui c'était. C'est à ce Ah, moment-là que j'ai appris que c'était Sébastien Laurent, et après j'ai dû aussi répondre, «Bah non, on n'est pas potes, on se connaît». Donc j'étais pas biaisé ni quoi que ce soit. Mais effectivement, il y a ce truc de quand c'est revendu, tu sais pas à quel point la patte Fernand Lopez sur heu, ouais, ça reste un expert du MMA. Il sait comment organiser des événements de MMA, il sait comment attirer, des combattants de MMA. Le fait qu'il mmh, soit plus enfin que ça a été revendu, on ne sait pas quel était le poids
de sa voix dans les décisions. Et donc peut-être qu'aussi que d'un point de vue logistique, backstage, organisationnel, la qualité a diminué et ça peut être aussi un facteur supplémentaire. Peut-être. Moi, je pense que s'ils veulent, vu que Cyril, je pense que Cyril est encore dedans, hein, Il était actionnaire. en tant Il était- qu'actionnaire. Ouais, et donc je pense qu'il doit Je encore pense être que actionnaire. si demain il revient un petit peu en tant que personnalité publique sur cet élément-là, en disant voilà, c'est mon organisation, etc., je pense que ça pourrait vraiment et améliorer l'image et refaire décoller l'organisation. Ah, ce serait une idée de dingue. Il est actionnaire, tu lui donnes en plus un rôle de président. Ouais. Peut-être après qu'il ait la ceinture ou Bien je sais rien, sûr, pas bien qu'il- sûr. Voilà. Mais parce que ça reste un rôle qui demande de l'énergie et du temps. Mais effectivement, si tu peux avoir Cyril Gann plus enfin, là, il est ambassadeur, on va dire. Juste l'image, c'est Mais voilà, c'est comment Bah, dire tu ça lui fais faire quelques conférences de presse. Ouais, 2 et, conférences de presse, annoncer les combats, être Ouais. là les soirs de combat, c'est suffisant, je pense. Juste c'est- pour relancer l'image, ça serait pour moi incroyable et je trouverais ça très, très bien en plus, pour lui de préparer un petit peu, l'avenir, pas tout de Ouais. suite, hein, mais Je pense qu'il n'a pas assez inquiété, mais c'est vrai que ça peut être un truc qui lui convient très bien au final. Qui lui convient très bien. Parce qu'en plus, ça paraît bête, mais en tant que combattant, si tu combats à la RES et que ton président, c'est Cyril Gann, qui est quelqu'un de très inspirant par ses résultats dans sa et carrière, peut-être futur champion du monde, voilà, c'est pas rien. c'est cool. C'est pas rien, c'est un gros argument. Mm. C'est un petit détail qui peut changer beaucoup. Bon, quoi qu'il en soit, moins de hype, c'est sûr, mais peu importe. Nous, on est sur le coup car la carte nous intéressait. Il y a 2 titres en jeu dans les catégories les plus lourdes. En main event, on retrouve Paulin Begay contre Mustafa Diakate. Alors, on va être honnête, on n'est pas là pour vendre la carte. Ça nous intéresse. Alors, autant le combat me plaît pour le potentiel divertissement, autant je trouve qu'un combat pour un titre reflète le niveau de ta promotion. J'ai beaucoup d'estime pour l'ARES, comme on vient de le dire. Je pense qu'ils se veulent continuer à être une grosse promotion. Et alors, sans manquer de respect aux 2 athlètes que je viens de citer, t'en as un, il est à 4-0 contre un palmarès combiné de ses 4 adversaires qui se mène à 3-1 face à un gars qui a 4-4 à l'ARES, dont son dernier combat sous la bannière de la promotion est une défaite et qui a dû rebondir en dehors de la promotion sur une seule victoire. Face à un journeyman. Voilà, j'aime beaucoup le combat. Je suis pas super fan que ce soit pour la ceinture par rapport justement à cette image que tu dois refléter quand tu es l'ARES d'être une grande promotion. Écoute, oui, je te rejoins. Après, voilà, ça va un petit peu avec ce qu'on disait, c'est qu'il y a une vraie fuite des combattants et que c'est extrêmement compliqué pour une organisation nationale de créer un véritable roster compétitif. Donc ça, c'est une réalité. Je ne pense pas que ce soit en lien avec, comment je pourrais dire ça, avec une intention de redescendre le niveau de sa ceinture ou quoi que ce soit. Mais comme avec le Cage Warriors, il y a depuis ces dernières années, le niveau pour moi a baissé parce qu'il y a eu l'arrivée du PFL notamment, parce qu'il y a eu un peu plus de personnes assignées à l'UFC, les Dana White Contenders, enfin tu vois, tous ces éléments-là qui font que c'est extrêmement compliqué de créer un roster compétitif. Ouais. Donc je te rejoins, je suis assez d'accord. La ceinture, oui, c'est un peu, je ne veux pas dire compliqué, mais oui, tout à fait. En fait, voilà, j'aime beaucoup le combat et je me demande à quel point une ceinture est absolument nécessaire dans chaque catégorie de poids quand tu as une promotion, surtout une promotion avec pour l'instant, le turnover des contrats à l'arrêt, c'est assez énorme. Donc, si tu n'arrives pas à faire comme le Cage Warriors, parce que le Cage Warriors, il y a une grosse perte de qualité, certes, mais eux, ils construisent des combattants de zéro. Tu as des Luke Riley, tu as des Mason Jones, tu as plein de combattants comme ça qui commencent à 0-0 au Cage Warriors. Ils les construisent et à leur 8e, 9e combat, c'est là où ils vont combattre pour la ceinture. Et ils gardent cette qualité sur la ceinture, je trouve, les Cage Warriors. On peut dire que le niveau a baissé, mais le champion a toujours un bon niveau. Oui, clairement. Le champion est, on va dire, au Cage Warrior, UFC ready. Voilà. La plupart du temps. Voilà, et je suis d'accord avec ça. Et je pense qu'à la place de l'ARES, tu as une division où il manque de profondeur. Tu construis cette profondeur avec quelques combats dans une division sans ceinture. Et puis quand tu as 2 vrais challengers, tu les croises pour la ceinture. Ouais. Mais et voilà. en plus, non, et en plus, c'est un 5x5, quoi. Le mec, il a 4 combats, 5x5. Imagine tu gagnes, tu la défends, ça veut dire que tu vas commencer peut-être ta carrière à l'UFC en 3x5 pendant pas mal de temps. Avec tes 2 derniers combats en 5x5, je vois pas trop d'intérêt, tu vois. Ouais,
Ouais, Donc ouais. Et je te rejoins, je te rejoins. Moi, je t'avoue que j'ai regardé, je suis hypé par le combat et vraiment pas parce qu'il y a la ceinture en jeu. Pour moi, c'est voilà. un peu secondaire, quoi. C'est comme ça qu'on va essayer de peut-être vendre le combat. C'est pas parce qu'il y a la ceinture que le combat est intéressant. On a Diakate, il a 4 victoires, dont 3 au premier round. Les 3 victoires au premier round, ça se cumule à 2 minutes 17. Et alors, il a une victoire après 19 secondes au deuxième round. Donc, en termes d'expérience dans la cage en professionnel, c'est très peu. Après, voilà, il y a Thomas Pinal qui est champion à l'UFC. Quand tu cumules son nombre de minutes dans une cage en professionnel, c'est pas énorme non plus. Mais ça rejoint aussi ce que tu dis. Le mec est à 4 combats, il n'a jamais dépassé 5 minutes 19 de combat, et là, il est parti pour 25 minutes potentiellement. Pour Begay, on est sur 4 victoires par KO parmi Non, 7 c'était bien professionnels 29 minutes. Ah ouais, il faut compter avec les entre-rounds. Ouais, les entraînements, ouais, Bien. c'est 30 minutes quasiment le combat. Merci, tu m'as sauvé dans ma fatigue. Et voilà, sur ces 4 victoires par KO, il y en a 3 au premier round. Donc, sur cet aspect-là, c'est ce que je disais, le combat m'intéresse énormément parce que le potentiel divertissement du premier round est clairement au rendez-vous. Ouais, clairement, c'est un combat très très intéressant. Avec, je vais pas dire deux gars, un Diakate qui a pas mal de choses à, je vais pas dire prouver, mais voilà, qui commence, qui est très explosif, qui progresse énormément. Ça reste quand même un très bon test, hein, Poulain Begay, clairement. Non, j'aime beaucoup l'opposition. Si je peux motiver sur Diakate, alors il a plein de finishes. J'ai cru voir quand même qu'il avait un passif de grappleur, qu'il a commencé par le grappling. Donc il a une fiche smooth comb, tu vois. Et puis depuis quelques temps, quand il a fait sa reconversion, il est passé chez Valon. Ouais. Pasha Valon, qui est une team voilà, plutôt de strikers. Et on va dire que le striking, c'est clair qu'au début, bah, voilà, c'est vraiment plutôt un bagarreur qui va envoyer de larges swings, souvent des larges crochets, partir sur le genou. Mais là, sur ces derniers combats, moi, j'ai trouvé une vraie progression en striking, tu vois. Donc, c'est je Plus crois que construit. beaucoup plus construit, des kicks, des jabs, parce qu'il est relativement long, tu vois. Un jab qui touche bien sur un des combats que j'ai vu. Enfin, vraiment, il y a une grosse progression. Et c'est très intéressant. Je trouve, voilà, 4-0, je trouve que c'est un peu tôt. Tu en as parlé pour se retrouver aussi rapidement à ce niveau-là. Mais je crois que le gars, il a très, très faim. Il a envie d'avancer très vite. Et vu la progression, bon, bah, il faut faire confiance. Il aurait été bête de refuser ce genre d'opportunité. Donc, Ah oui. le fait que lui soit dans un combat politique, c'est pas contre lui du tout. Voilà. Non, c'est plutôt vis-à-vis de l'avenir, tu vois. Parce que je pense enfin, moi, je le vois, je sais pas du tout s'il y a des cotes, mais je le vois favori. Bah justement, Unibet.fr, c'était ma ligne suivante. Selon Unibet.fr, Diakate, malgré son manque d'expérience, a plus de 70% de chances d'être le nouveau champion Ares. Il est coté à 1,30. Poulain Begay est à 3,25. Ça me rassure. J'avais mis Diakate, je le vois favori et tout, tu vois. Et je suis en train de dire, ça se trouve, si on me met tout l'inverse, ouais, c'est bon, je suis pas le seul. Écoute, ouais, c'est ça qui est fou. Hein. Ouais, c'est ça qui est complètement dingue. Après, ouais, non, ça me semble assez logique parce que Oui, assez logique. c'est pas que Begay a une expérience immense par rapport à Diakate, tu vois. Il a quasi 2 fois plus de combats. Hein. Ouais, 2 fois plus de combats, mais c'est pas non plus. Il n'a pas de victoire. Non, non, je dis quasi 3 fois plus, excusez-moi. 7-4. Ouais, j'avoue, 3 fois plus. Quasi 3 fois plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, moi, alors, Poulain Begay, moi, je trouve que son style, c'est assez très intéressant. Très grand pour la catégorie. Il gère plutôt bien sa distance en offensive, hein, l'utilisation de ses jabs, vraiment très longiligne. Par contre, clairement, je trouve que défensivement, c'est un petit peu lent. Et ouais. Voilà, le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de distance à parcourir sur ses bras, tu vois, et je trouve relativement lent. Donc, on a quand même une sorte d'opposition de style, tu vois, sur la fibre musculaire, sur le style de striking, entre un gars beaucoup plus propre, précis. Et t'as 2 mecs qui ont prouvé qu'offensivement, ils sont très bons. Oui. T'as un gars qui, bah voilà, tu viens de le citer, un de ses axes d'amélioration, c'est sa défense. Ouais. Diakate, c'est un point d'interrogation parce que personne n'a réussi à réellement être offensif contre lui. N'a pas encore eu le temps d'imposer un jeu offensif contre lui, donc c'est un bon test. J'aime beaucoup. Je suis très intrigué par l'issue de ce combat.
Je sais pas si j'ai envie d'avoir une réponse sur, la capacité en 5 rounds de Diakate maintenant. Ah, je pense que ça ira pas jusque-là. Ouais, voilà, je pense pas non plus. Après, voilà, d'un point de vue Voilà. stratégique, du côté de, Bégué, c'est peut-être la chose à faire. Essayer d'un tout petit peu temporiser sur le début pour aller, chercher, OK, qu'est-ce que tu vaux à partir de la 7e ou 8e minute, quoi. Et puis commencer à ouvrir son jeu à ce moment-là. Parce que Ouais. Colin Bégué, je pense avoir j'ai commenté 2-3 de ses combats et de tête comme ça, il me semble qu'il y a un combat où il s'est bien fait lutter, mais dans le 3e, il revient très bien avec une série de front kicks et cetera et donc je pense que, lui est vraiment capable sur 15 minutes déjà et donc je ne serais pas surpris qu'il soit bien préparé pour 25 ou 22 Ah ouais, non, non. les inters. Colin Béguet, moi, je le trouve vraiment très, très bon, très talentueux. Après, parfois, il manque 2-3 petits. Il faut savoir qu'il a commencé par la RS, hein. Ouais. Là, on a parlé rapidement de sa dernière victoire, qui était une sortie juste pour se remettre un verre, mais voilà, il y avait 0 opposition. Mais franchement, sa construction de carrière, c'était Il a été construit à la dure. Ça, on doit le noter, ouais. franchement respect, clairement respect à lui. Parce 3e combat contre Oumar Sy, hein, qui était à 5-0. Ouais. Mais même avant ça, hein, il est parti ses 2 premiers combats, c'est en Hollande, Non, ses 2 premiers combats, c'est LFL. au LFL. Rien, c'est pas rien, Donc, c'est une belle promotion. c'est une très belle promotion. Ouais. Clyde Brunswick, il était à un combat d'avance. Après, il gagne contre Matthew Bifield, qui était à 3-0, tu vois. Ouais. Et puis bah, là, il signe à l'ARES et franchement, 5-0 le premier combat. Là, enfin voilà. Puis contre un 6-0. Mais c'est contre Glaskov, je pense, le combat que j'ai commenté où il se fait dominer en lutte les 2 premiers et puis il tient bien debout avec beaucoup de front kick, dans le 3. J'ai vraiment apprécié ce qu'il avait produit dans cette défaite. Donc, ouais, il est pas facile à passer. Il a pris que des gars en positif, hein. Il a perdu que contre des invaincus. Il a perdu Et contre Maxi ouais, qui était mais à 5-0, contre Glaskov qui était à 6-0, contre Yakiaev qui était à 4-0 et contre mais il est Bopia qui était à 5-0. Ouais. et ses 4 premières victoires, c'était que contre des invaincus aussi, hein. Oh là là, ouais. Ouais. Donc voilà, donc ça reste un problème. C'est vrai que bah, quand tu es construit un peu à la dure, bah, tu montres aussi des ouvertures, hein, des chemins de victoire, parce qu'il a quand même 4 défaites, donc ça fait quand même 4 chemins potentiels de victoire, tu vois. Ouais. Mais voilà, ça reste un combattant très dangereux, et c'est pour ça aussi qu'on est intéressé, hein, s'il y avait un combat qui allait dans leur sens, voilà. Et il va à la décision, ouais, il va quand même à la décision avec Oumar Sy et avec Bouafia, c'est pas. Non, ouais. Donc, les cotes plutôt généreuses, ou en tout cas respectueuses envers Diakate. Et je pense qu'il y a un vrai chemin aussi pour Bégué dans ce combat. Donc, très intrigué par ce que ça peut donner. En common event, on voit Aboubakar Bathily, qu'on connaît sous le blaze Bullocks, qui défend son titre, enfin, face au Suisse Moreno Cacapor. 11-3 en carrière, 8 victoires par KO, 1 par soumission, champion du Lyon FC et ancien champion LFL dont on vient de parler. D'ailleurs, le champion poids lourd LFL a signé à l'UFC maintenant, Louis Sutherland, quelque chose comme ça, il va commencer en Australie. Bref, un truc qui m'intéresse ici, c'est que Bullocks s'entraîne maintenant chez Nicolas Hott et Cacapor s'entraîne à la Fight Move Academy sous Nelson Carvalho. Je ne sais pas si tu te souviens de lui. Moi, Oui, bien sûr, hein. je me souviens très bien de son nom puisque le tout premier événement que j'ai commenté dans ma vie, c'était lui, le main event contre Martin Waters. Donc voilà, on a potentiellement un combat qui sera bien préparé d'un côté comme de l'autre. Et je suis désolé, je reviens là-dessus. J'ai aucune idée de pourquoi c'est pas le main event. Je te rejoins entièrement. Déjà, en général, tu mets Les poids lourds, ouais. plus hauts, mais à l'UFC, il y a déjà eu des exceptions, notamment quand c'est McGregor. Et là, pour moi, le combat est plus. T'as des gars qui combattent pour la ceinture qui sont plus installés dans leur carrière. Et t'en as un qui défend son titre. Donc, j'ai aucune idée de pourquoi c'est le co-main event. Mais voilà, parlons plutôt de ce combat. Ouais, c'est peut-être. Est-ce qu'il y a des histoires en interne? Parce qu'on sait que Ouais. c'est un petit peu compliqué la situation avec Aboubakar et le Ares, hein. Ouais. Il y avait pas une ceinture qui a été organisée sans lui Ouais, alors ouais, qu'il était disponible. J'ai pas trop les détails parce que c'est pas. Enfin, déjà, je consomme très peu de contenu et c'est pas le genre de contenu que je vais voir. Je sais que C'est ça vrai. fait partie de mon boulot, mais il me semble que, ouais, ce dont j'ai retenu, c'est que Bullocks était pas blessé, il était disponible et ils ont organisé une ceinture intérim entre 2 autres gars. Ouais, un truc dans le genre. En tout cas, voilà. Bon, on n'a pas des 2 côtés, hein, donc on va pas faire de Ouais, c'est ça. jugement ni quoi que ce soit, mais je pense que c'est en lien avec des histoires internes, peut-être parce- une sorte de sanction, je sais pas, parce que c'est vrai que traditionnellement, tu mets les poids lourds au-dessus en main event. Clairement. En fait, voilà, on va dire, on n'a pas les 2 versions, mais factuellement, Bullocks s'est exprimé
publiquement de façon négative sur l'ARES. Mm. Et donc, il y a peut-être... Surtout que là, en plus, ou alors, à moins que Paulin ramène blindé de monde et que c'est la superstar de l'événement, peut-être, tu vois. Mais je pense pas que ce soit ça, tu vois. Boulox, il a sa communauté, il a du monde, il est en poids lourd, c'est une ceinture, une défense de ceinture. Normalement, c'est main event. Hein. Ouais. On aura peut-être les explications à un autre moment. Peut-être, ou peut-être pas, et je vivrai très bien sans les explications. Ouais. Je t'avoue que je suis pas super curieux sur les coulisses de cette histoire. Et alors, j'ai quand même rajouté un truc à ce combat et qui rajoute un peu pourquoi c'est pas le main event. C'est serré sur unibet.fr. C'est le challenger qui est favori à 1,66 contre 2,10 pour Boulox. On est entre le 55 Ah ouais. et le 60-40. Ah, vous savez quoi? Franchement, je vous jure, j'ai pas regardé Unibet ni quoi que ce soit. J'ai mis donc Diakate favori. Ok. Ouais. Pas autant. Hein, je pense pas qu'il soit autant favori à 70-30, un truc comme ça. Ouais, on aurait pu revenir là-dessus, mais je pense aussi Voilà. que c'est plus serré que ça. Plus un 60-40. Et effectivement, je te rejoins. Si ça passe pas dans les 2 premiers rounds, je pense que BA, il peut revenir fort sur la fin. Et Boulox, Kakapor, à la toute base, je me suis dit, ouais, Boulox, franchement, il va lui rouler dessus. Et puis après, j'ai regardé les combats de Kakapor et j'ai mis 50-50. Ah, waouh, ok. 50-50, j'ai mis. Pile poil. Ouais. Avec un léger avantage. Qu'est-ce qui t'a plu chez le Suisse? Ah non, avec un léger avantage Boulox. J'ai mis debout avantage Boulox. 50-50, c'est le premier qui tombe de au sol, entre guillemets. Qu'est-ce qui m'a plu chez le Suisse au sol, ouais. Pas mal. Alors, chez le Suisse, ce qui m'a intéressé, c'est, je le trouve assez patient, plutôt patient. Je trouve qu'il a une anglaise simple, propre, assez technique. Et je pense qu'il est relativement dangereux dans sa lutte. Et alors, je pense qu'une fois qu'il a réussi à mettre son adversaire au sol, c'est extrêmement compliqué de se relever. Surtout dans ces catégories, surtout avec les gabarits qu'ils ont, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je vois le combat. Par contre, clairement, alors Boulox, moi je le vois un petit peu de la même manière que Kakapor. Je le vois comme un boxeur et puis c'est un ancien judoka, avec plus d'armes, je pense, au sol quand il est au-dessus, en termes de soumission. Ok. Mais je le vois meilleur boxeur par contre. Tu le vois meilleur boxeur. Je le vois... léger meilleur, parce que c'est ça, 55-45 pour Boulox debout que tu donnais. Et puis, non, je pense que si ça reste debout, je pense qu'il va le taper. Ah, ok. Je pense qu'il est largement meilleur. Il a un côté un peu Daniel Cormier. Je sais pas si tu trouves pas, tu vois, où il va rentrer, à prendre des clinches, des larges uppercuts, bouger, rentrer. J'aime beaucoup sa manière de boxer. J'aime beaucoup sa manière de boxer. Je pense que les transitions lutte, normalement, Boulox devrait être en avantage parce que c'est un ancien judoka. Mais par contre, moi, pour les deux, pourquoi je trouve que c'est un peu un 50-50, c'est que c'est deux poids lourds qui sont pas athlétiques en soi, tu vois. C'est des poids lourds, enfin, il n'y a rien de négatif, mais avec une bonne masse graisseuse. Et je pense que, enfin voilà, il y a Boulox, il a une défaite sur un combat où il met un knockdown, il tombe, il perd l'équilibre et il perd parce qu'il n'arrive plus à se relever, tu vois. Ouais. Et ça, pour les deux, je pense que ce sera difficile de se relever. Le premier qui est sur son dos, ça va être compliqué. Ah, il faudrait que Derrick Lewis fasse un DVD sur son système pour se relever avec ce format-là. Just stand up. Just stand up, tu vois. Écoute, voilà, ça se trouve, ils ont bossé là-dessus, hein, mais c'est un combat qui m'intéresse grandement. Et puis aussi parce que je vais être honnête, hein, moi, j'écoutais les émissions de Boulox, le Ibi Show, et voilà, il a souvent été dans ma cuisine pendant que je préparais à manger. Donc forcément, j'ai un attachement particulier à la personne. à la personne, clairement. Ouais, donc au-delà de l'intérêt sportif, il y a aussi même si on se connaît pas, même si on se connaît pas, je sais même pas si on a peut-être discuté de temps en temps sur les réseaux, mais voilà. Ok. En dehors de ça, il y a 3-4 noms qui nous plaisent. Honneur aux dames, on a Delphine Benouesh sur la carte. Elle cherchera à obtenir sa 7e victoire en professionnel face à une Brésilienne en Ingrid Silva qui a remporté 6 de ses 10 combats professionnels. Voilà, c'est un combat avec Delphine qui se positionne clairement en favorite. Mais on est sur une opposition qui n'est pas déconnante non plus. On a une adversaire qui est plus expérimentée qu'elle, qui a plus de victoires que de défaites. Et c'est ce genre de combat qui va continuer... qui va lui permettre de continuer à prendre en expérience et qui nécessite de venir bien préparé pour pouvoir battre une adversaire comme Ingrid Silva.
Ouais, bah écoute, moi, je t'avoue qu'on n'a pas fait de top 5 ou de top 3, mais moi, ça aurait été mon combat numéro 1, hein. Le combat que j'attends le plus pour l'instant, c'est celui de Delphine Benouesh. Euh, Pourquoi? Parce que je suis, entre guillemets, sa carrière et son évolution et sa progression. Je pense que c'est un profil qui peut percer à l'UFC. Si ça continue dans ce sens-là. Et effectivement, l'opposition, j'ai même pas regardé son adversaire, entre guillemets, tu vois, c'est pas trop ça qui m'intéresse, c'est plutôt les axes de progression. Et puis techniquement, alors vous savez, je suis pas un grand fan de certaines catégories en MMA, mais techniquement, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes. Donc c'est vraiment sur l'aspect technique que ça m'intéresse Ouais. sur ce combat-là. Je veux voir voilà, sur l'aspect, enfin voilà, Delphine, c'est plutôt boxeuse, chercher le clinch, son clinch, il est incroyable, son cadrage, franchement, il y a beaucoup de combattants, même à l'UFC, qui devraient Qui pourrait juste s'inspirer de Delphine, ouais. Ah ouais. Franchement, il y a très peu de déchets. Ça arrive de temps en temps où il y a un petit peu de temps de retard pour reprendre le centre, mais enfin voilà, comparé à Elle certains est combattants. pro depuis 1 an et demi, quoi. Ah ouais, non, il y a plein de trucs qui sont intéressants. Rien que sur une phase de combat, pour dire, moi j'ai noté trois trucs. Enfin, techniquement, j'ai noté ses entrées avec son bras arrière pour aller chercher le corps. C'est une combattante. Enfin voilà, tu parles de 1 an qui va travailler au corps. Rien qu'à l'UFC, il y a des combattants qui sont à l'UFC qui travaillent, qui chassent que la tête, tu vois. T'en parles Ouais. régulièrement. Donc, au niveau où elle en est, c'est très intéressant. Ses entrées avec le coude. Donc ça, le jab, le coude qui suit, les défenses, les genoux. Ouais, moi, très hypé par ce combat-là. Et Ouais, surtout enfin, par sa l'évolution de carrière. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais. je suis d'accord et en plus, bon, on a les échos, hein, c'est une grosse bosseuse, elle prend vraiment sa carrière au sérieux. Apparemment, elle est un peu introvertie et malgré tout, elle a fait l'effort d'aller faire un camp, chez, Brad Pickett. Brad Pickett. Ouais. Donc elle sort de sa zone de confort, ce qui est important pour une carrière. Heu, Et sur les échos, c'est les échos. Direct, hein. Ouais, Nicolas Hoth, Ah. et l'entourage. Mais Alors moi, j'ai des échos de personnes qui sont pas de son coin, tu vois. OK. Je confirme, Ah, et tu confirmes, d'accord, d'accord. À 100%. Moi, j'ai un de mes gars qui est parti s'entraîner là-bas, qui s'est entraîné un peu avec elle. Il m'a dit, ouais, non, elle est franchement, elle est vraiment forte. Je dis, bah ouais, mais attends, t'as quand même un peu plus physiquement. Non, elle me dit, elle est vraiment forte. Techniquement, tu sens qu'elle est pro, quoi. Voilà ses Waouh, retours. Ouais, waouh. tu sens qu'elle est pro. Et c'est un de mes prospects, hein, donc non. OK, lourd, lourd, ouais. Parce Donc, qu'on en a déjà et il a parlé. pas De de. temps en temps, tu as des prospects, tu les mets contre des athlètes féminines pro et le prospect, il tranquille, quoi. Ouais, bah Prospect écoute. amateur, hein, prospect amateur, ouais. Ah ouais, Mais non, avoir il un m'a feedback dit comme ça, c'est encourageant. franchement, elle est forte. Je m'attendais à un truc un peu plus mesuré ou quoi que ce soit. Non, très bon niveau d'une personne qui n'est pas voilà, qui n'est pas influencée, tu vois? Ouais Donc ça corrobore. et puis apparemment, s'il dit aussi que physiquement, elle est au rendez-vous, je pense qu'elle met l'accent sur la prépa physique en plus, donc c'est Ouais, cool. Ça ouais. complète son côté. Et puis c'est surtout l'aspect technique, la manière de bosser, tout, ouais. Ouais, Ouais. et puis elle a une personnalité attachante en plus, donc elle a le full package, on va dire, donc on a beaucoup d'espoir sur la suite de sa carrière. Alors on a aussi Alkama Tewa, que nous on connaît Mmh. très bien tous les deux, on l'a beaucoup côtoyé, énormissime expérience en kickboxing et en Muay Thai, une belle personne en plus. Il est déjà monté 5 fois dans une cage, en est sorti 3 fois avec la main levée et là on a un bon matchmaking. On le met face à un autre striker, en Mohamed Souma, qui a 2-2 en MMA. Ça se vaut et ça devrait plaire aux fans de striking. Ouais, un combat de retour, enfin de retour. Ouais, Alka, c'est Pour juste, Alka, hein, ça fait voilà, c'est un kickboxer, hein, de formation. Il se fait des combats, il se fait plaisir avec des combats de MMA de temps en temps. Donc ouais, c'est voilà. un combat qui va plaire. Il a pris le combat apparemment, il semblerait très au sérieux aussi. Ouais. Donc il a une grosse préparation. Là, je crois qu'il était sur Paris, j'ai cru voir. Non, si, Il va souvent sur Paris, parce qu'il pour sa prépa, en tout cas, voilà, il sort en plus des zones de confort pour ce combat-là. Donc j'ai très hâte, ouais. ouais, il a signé un contrat de 4 combats, donc Ah ouais, je pense qu'il j'avais commenté avec lui le PFL Bruxelles, c'est là qu'il m'avait annoncé sa signature, mais je pouvais pas, l'annoncer publiquement et effectivement, c'est pour,
c'est pour avoir une fin de carrière MMA. C'est pas qu'il a mis l'accent sur sa carrière MMA, mais pour finir en se faisant plaisir dans une cage. Et il prend ça très au sérieux, effectivement. Mmh, mmh. Alors finalement, il y a aussi Benoît Prigent qui fait son deuxième combat professionnel. Alors dans son premier combat professionnel, on en avait déjà parlé, hein, il n'a pas été du tout challengé. Ici, il prend David Sagna qui est à 2-0 en amateur, 1-0 en pro, qui avait battu quelqu'un qui était à 1-0 lui-même. Et qui Voilà. vient de la catégorie en dessous. Ah, ça, j'ai même pas remarqué. Ouais. Pareil, bah écoute, moi, c'est les frères Prigent, c'est des très, très très chouettes gars, très, très bons. Je trouve que c'est le début de carrière. Alors, je mets pas du tout la faute sur eux ou sur leur manager. Ça se trouve, ils n'arrivent pas à trouver d'adversaire qui accepte, hein, tout C'est simplement. possible. Parce que, bah, voilà, hein, c'est des gars qui ont fait, enfin, on l'a vu avec des gars qui ont des grosses carrières amateurs. Une fois qu'il faut les booker contre des pros, eh bien, ça devient extrêmement compliqué. Donc, peut-être. Donc, moi, bon, bah, voilà, ça va être pour moi, en tout cas, en tant que spectateur, pour moi, ça va être une période un petit peu longue avant qu'il monte son record et qu'il puisse avoir des challenges intéressants. Ouais, en fait, voilà, je voulais souligner le nom parce que c'est quelqu'un qu'on va suivre, je pense. Ouais, Et voilà, le début, il faudra un peu se dire, on mord sur notre chic, il va monter son palmarès à 4-0. Et puis quand il sera à 4-0, il pourra affronter des pros plus installés qui seront qui seront plus impressionnés par son parcours amateur parce que ce sera un pro plus avancé dans sa carrière. ouais, C'est à ce moment-là qu'on exactement. aura des matchmaking plus, voilà, où c'est pas joué, où t'es pas sur un 90 quoi, ou 80-20. Oh, ouais, oui. Ouais, Après, voilà, ça montre qu'il a un très bon niveau. Il était prêt à passer pro, il est passé pro, ça commence bien. Donc voilà, on espère juste qu'il est. Pour moi, il a déjà un niveau pro avancé, donc il doit juste être actif pour arriver justement à ces challenges. ouais, ouais, tout à fait. Sur la carte, moi, j'ai noté 2 noms qui m'intéressent. Toi, t'avais d'autres noms? Moi, j'en ai un dernier, mais je sais Ouais. pas pour. Enfin, Adel Cherifi, c'est un nom qui me dit quelque chose et je sais plus de où. Donc, par prudence, je vais regarder son combat en me disant si ce nom me dit quelque chose, c'est que quelqu'un m'a dit que c'était un prospect ou un truc comme ça. Donc, voilà, Adel Cherifi, ce nom Ah, bah, Adel résonne dans ma Cherifi, tête. bah ouais, tu m'étonnes, c'est Nicolas qui t'en a parlé. Ah, ben non, parce que. Enfin, oui, peut-être, je sais pas. Mais si, Je il sais t'en a plus. parlé bah, dans l'interview en disant qu'il avait lui qui combattait. Oui, mais déjà avant ça. Bah, je pense que c'est peut-être déjà lui aussi, non? Ok, ouais, j'ai peut-être. Enfin, oui, 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 mais effectivement, c'est un nom à retenir. Et ça tombe bien parce que moi, c'était l'adversaire qu'il a en face, Ah, Bradshaw. Ouais. Donc, je pense que ça va être un combat. Voilà. Alors, Adel Cherifi, moi, là, tu m'en parles, tu me dis que quelqu'un t'en a parlé et maintenant, ça tilte, tu vois. ok. Mais moi, c'est Jordan Bradshaw, je crois qu'il s'appelle. Donc, son adversaire, un Irlandais. Ah, t'as tourné avec lui au SBG. Non, 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 Ah, non, ok, ok. non, je me rappelle pas. Non, non, mais j'ai regardé un petit peu comment il combattait et ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est le style outre-Manche, tu vois, très, très cadré, belle boxe, bonne lutte. Le travail est précis, ça va dans les directions où ça doit aller, ça mixe bien. Ouais, c'est le style anglo-saxon, on va dire, parce qu'il est irlandais, mais que j'aime bien. Donc bon, Ok. bah, ça rajoute encore plus, parce qu'en face, Adel Cherifi, qui est un des élèves de Nicolas Haute. Ouais, bah voilà, c'est pas mal qu'on ait chacun un nom et qu'il soit opposé. Et alors, t'avais un dernier nom à citer, c'est ça? Oui, alors, Modibo Diakité, 2-0 en pro. Il était à 8, combien il était en amateur? 8-2 en amateur. Heu, il est monté via l'organisation, je pense que c'est du nord de la France, le PEF? C'est Oui, oui, possible? oui, 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 oui. Ouais. Nord de la Donc France. il a fait PEF, AEF. C'est pas les mêmes par contre. Non, AEF, c'est Willy Sirop. C'est Willy Sirop. Très Donc cher voilà, promotion aussi. il est monté via ces nouvelles organisations qui mettaient vraiment la lumière sur les amateurs Ouais. avec, alors PEF, AEF, ça a toujours été, comment je pourrais dire? Des petites organisations, mais qui mettaient les petits plats dans les grands, tu vois? Ouais. Pour les amateurs, qui ont vraiment, fait émerger certains noms qui n'avaient pas la lumière parce qu'ils venaient des gros clubs ou des trucs comme ça sur des organisations un peu plus importantes et donc voilà, c'est un nom que je vais suivre, 2-0 en pro, 8-2 comme je disais. Il vient de ces organisations qui ont vraiment, œuvré pour le MMA français en tout cas et donc voilà, ça c'est le nom qui suit, que j'ai noté. Ok, bah donc, conclusion du sujet Ares 34, on va devoir se casser la tête pour voir comment regarder ça en Belgique, quoi.
Et si quelqu'un a un tuyau, vous mettez ça en commentaire. On va passer à Crawford contre Canelo. Ce sera disponible sur Netflix dans tous les pays. Et cette partie du podcast est sponsorisée par unibet.fr. Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor unibet.fr. Brian, je t'attaque directement. Est-ce que c'est un combat / un événement que tu vas regarder? Je suis pas sûr. Pas sûr. Ok. Je suis pas sûr, non. Et peut-être le lendemain, peut-être. Oui, la question On- c'est pas en live, hein, c'est est-ce que tu vas regarder le combat ou plusieurs combats de cet événement Non, plusieurs attends. combats de l'événement. Je t'avoue que je me remets tout juste de l'UFC Paris, tu vois. J'en parlais encore hier. On est mercredi. Je m'en remets tout doucement. Là, on me relance sur un truc super hypant. C'est bon, l'énergie de la hype, faut me laisser un peu le temps de récupérer. Donc, non, c'est ce week-end en plus. Ouais, c'est ce week-end. Ouais, les gars, comment on se repose? Ouais, bah non, UFC. Enfin, c'est ça le truc en fait. C'est pour ça que je te pose la question. C'est parce que c'est pas parce que tu es fan de MMA que tu es automatiquement fan des autres sports de combat. Normalement, tu peux avoir une petite appréciation, mais que ce soit dans ton cas ou dans mon cas, je pense qu'on se concentre tellement sur le MMA et ça nous prend Ouais. déjà tellement de temps qu'il nous reste très peu de temps pour les autres sports, malheureusement. Et donc voilà, il faut vraiment quelque chose d'énormissime pour nous faire sortir de là. Et bon, moi, je vais le regarder. Mais j'ai mes raisons, tu vois. J'avais été emballé par la hype de Terence Crawford contre Errol Spence, notamment parce qu'à l'époque, c'était encore avant le passage de Dylan et Kabir sur la chaîne, que je remercie au passage pour tout leur travail qu'ils avaient fait sur la boxe anglaise chez nous. Avant ça, on voulait déjà un peu lancer le côté boxe anglaise sur la chaîne. Et donc à ce moment-là, on avait fait une analyse de Crawford contre Spence avec Anton Van Acker. Donc le combat m'avait hype. Et bordel, merci, parce que j'ai pu apprécier une incroyable masterclass comme on en voit très très peu. Donc forcément, Terence Crawford, j'aime beaucoup sa boxe. Et Canelo, ben voilà, c'est un peu plus grand public, on connaît mieux depuis plus longtemps, on apprécie forcément ses highlights et ce qu'il fait sur le ring quand on regarde un de ses combats. J'ai pu commenter un de ses combats récents contre Jamie Munguia, qui fait un peu le buzz en France parce que voilà, les tests de page contre Bruno. Et ouais, le niveau est encore salement au rendez-vous pour un gars qui faisait son 65e combat professionnel. C'était en mai de l'année passée que j'ai commenté ça. Donc voilà, selon moi, on a deux gars qui sont vraiment encore au sommet de leur art. J'ai vu un combat récent de Crawford, j'ai commenté un combat récent de Canelo et ça me motive à regarder le combat. J'ai Netflix, je ne vais pas le regarder en live, mais je vais d'office le regarder le dimanche. Mm, mm. Ouais, bah Donc, écoute, voilà. moi je vais voir. Parce que j'ai plus Netflix. Ah, évidemment, ça joue, ça joue. Mais je pourrais le reprendre. Je pourrais peut-être le reprendre si ça vaut le coup. Moi, le seul truc qui. Je vais pas dire. Enfin voilà. Avec Canelo, c'est ce qui m'a fait un peu peur là-dessus, c'est qu'il assure sa victoire, tu vois. Beaucoup plus défensif, qu'on soit sur du travail de longue distance. Je sais pas Ouais. quelle lecture tu as. Et c'est vrai que malgré le fait que j'aime bien le combattant, au fur et à mesure, tu veux garder ton invincibilité, quoi. Ouais, on l'a déjà analysé chez certains combattants de MMA qui sont incroyables avec des KO, des soumissions, etc. sur leur ascension au titre. Et puis, au moment où ils ont le titre, on les sent déjà beaucoup plus sur OK, je vais conserver le titre et plus être axé sur juste gagner. Ah ouais, Et on est sur. effectivement, du, Un- du peu que je suis la boxe anglaise, il y avait un peu voilà, ce narratif autour de Canelo qui choisit vraiment ses combats, qui avait des gros challenges pour lui, Benavidez et ce genre de noms, et qui les a un peu esquivés pour prendre les noms qui ne sont pas spécialement les plus compliqués pour lui à ce moment-ci de sa carrière. Donc, sur cette lecture, là, il a potentiellement accepté pour Crawford, pour l'argent, pour Netflix, etc. Ça représente un plus gros challenge pour lui que ce qu'il pouvait avoir à la 8e place dans ses fédérations. Mais ouais, je te rejoins. Il y a potentiellement ce risque de vouloir éviter de prendre un KO, en tout cas, et donc d'avoir un jeu Ouais, plus fermé que d'habitude. et que ça aille jusqu'à la décision. Ces 7 derniers combats, je pense, c'est à la décision, tu vois. Ouais. Malgré que sur certains de ses derniers combats, il était large favori, comme on voit souvent en Ouais. boxe anglaise. Là, Donc, c'est un combat serré sur le papier. ouais, mais on va en parler. Donc, on avait dit qu'on n'allait pas s'improviser soudainement analyse de boxe Là, anglaise. c'est de l'analyse Ouais, c'est ça, analyse très, très, très large. globale. Mais je vais quand même vous proposer une rapide preview du combat et ça va Mm. peut-être un peu plus te motiver à le regarder. Donc, Terence Crawford, il est invaincu en 41 combats professionnels. Il remporte les 3/4 avant la limite. Il est référencé comme gaucher.
Il mesure 1,73 m et possède une allonge de 1,88 m, donc très très beau ape ratio. Il a 37 ans. Alors, il a été lightweight jusqu'en 2017, où il a été champion incontesté, donc il avait les 4 ceintures, des fédérations majeures. Puis, il est monté en welterweight jusqu'en 2023. Là aussi, il a été champion incontesté. Donc, ça a été le premier boxeur masculin à avoir été champion incontesté dans 2 divisions depuis l'ère des 4 ceintures majeures. Après lui, il y a eu Usyk et Inoue, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Il a fait un combat en super welter. Et ce week-end, il ne passe pas en middleweight, mais en super middleweight. Donc en gros, il a commencé sa carrière à 61,2 kg, lightweight box. Son dernier combat était à 69,8 kg. Et c'était un combat unique dans cette catégorie. Avant, il était en dessous. Et maintenant, il est à 76 kg. Le combat est à 76 kg. C'est quand même 15 kg de plus que son dernier combat en 2017. 15 kg au-dessus de ce qu'il faisait en 2017. 76 kg, c'est la catégorie de poids de Canelo Alvarez depuis décembre 2020. Forcément, le poids, c'est une grosse intrigue de ce combat. Alors, Canelo Alvarez, de son côté, 65 combats professionnels, 63 remportés, dont 62% avant la limite, 0% depuis les 7 derniers, comme tu l'as dit. Il a 2 ans de moins, avec ses 35 années. Il est légèrement plus petit de 2 cm et il a un déficit d'allonge de 6 cm. Les 4 ceintures majeures détenues par Canelo sont en jeu, WBO, WBC, WBA et IBF, ainsi que le titre Ring Magazine. Donc là, incontestablement, celui qui gagne le combat sera considéré comme le meilleur super middle du moment. Donc tout est en jeu. Le vainqueur, je viens de lire. Je suis en train de relire une phrase que j'ai déjà lue. Donc voilà, Crawford a l'opportunité de devenir le seul et unique boxeur incontesté dans 3 catégories de poids. Et en plus de ça, en passant 2. Par rapport aux 2 catégories dans lesquelles il a déjà été. Donc voilà, quand je mélange tout ce que je viens de dire avec ce que j'ai vu dans 2-2 récemment sur un ring, ça me hype parce que c'est pas Jake Paul contre Mike Tyson. Il y a de la qualité. Ce sera un combat de boxe de qualité, vraiment. Et en plus de ça, j'ajoute à ça les cotes de paris. Donc, selon notre sponsor unibet.fr, Canelo est favori à 1,55. Crawford est underdog à 2,20. On est sur un 60-40, malgré cette histoire de poids. Donc, je pense qu'on considère que pound for pound ou skill pour skill, Crawford est meilleur, mais que la différence de poids est trop grande à l'avantage de Canelo et donc il se positionne comme favori. Ça reste équilibré. 60-40, c'est équilibré. C'est 2 vétérans qui sont encore au sommet de leur art et à la première place de leur catégorie respective. Donc moi, j'aime bien. Avec le narratif, j'aime bien. Ouais, bah ça va être un combat intriguant. Moi, je pense, je suis pas sûr. À moins, je pense que ça va être simple. Ça va être soit on me dit c'est un terrible combat, faut que tu le mates. Mais voilà, si je passe déjà beaucoup de temps. Ouais. Ouais, en Ouais, fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas attendre le matin à Ouais. voir les feedbacks qu'il y a dessus. Ouais, Si c'est voilà. majoritairement positivement, tu Bien te lances sûr. dans le visionnage. Bien sûr, bien sûr. Je suis pas assez la boxe et tout ce qu'il y a autour. Moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est plutôt quand je regarde la boxe, l'aspect technique, déplacement, etc., qui peuvent permettre d'implémenter dans le MMA, tu vois. C'est ça qui m'intéresse le plus, quoi. Après, je pense qu'avec un Crawford et un Canelo, tu auras potentiellement pas mal de trucs à retirer. Ouais, potentiellement. Et ça peut aller, en fait, le fait que ce soit sur Netflix, ça peut aller dans les 2 sens. Tu vois, ça peut être genre, je peux absolument pas me prendre un KO devant potentiellement 40 millions de personnes qui vont regarder ça au travers de leurs écrans. De l'autre côté, ça peut être genre, s'il faut que je montre ma supériorité, c'est maintenant, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'une fois que l'argent elle est mise, elle est récupérée, les gars ils pensent juste à garder leur investissement. Tu vois? Je Il y a pense, des hein. chances. Il y a des chances, ouais. Après, voilà, Crawford, il a une famille de 7 enfants à nourrir aussi. Donc, non, je pense qu'il la nourrit déjà très bien. Là où il en est, il n'avait pas besoin de ce combat à ce niveau-là. Et Alors, ouais. par KO, c'est combien les cotes? Ah, tiens, c'est intéressant ça. Ah, purée, tu vois, Ah, tu là, parlais de la différence de poids. Eh bien, ouais. c'est le double, hein. Terence Crawford, il le voit gagner par KO. La cote, elle est à 9,5 et Alvarez, elle est à 4,7. Donc, il voit qu'il y a 2 fois plus de chances pour que Alvarez gagne par KO, mais il y a 3 fois plus de chances que Alvarez gagne à la décision que par KO. Ah, ouais. Après, Alvarez est quand même de plus en plus connu pour son côté défensif aussi, donc difficile. Ouais,
Mais c'est un peu ça, moi, qui m'inquiète sur ce combat, c'est que je pense que la différence de poids va faire que Terence Crawford, ça va être compliqué de pouvoir ébranler Alvarez, tu vois, clairement. Et donc, ça explique aussi les cotes. C'est qu'il y a une forte chance que ça aille à la décision. Ouais, 1,24. Ah ouais. Combat à son terme, 1,24. Ah ouais. Et effectivement, Alvarez, je pense qu'il sera un peu plus expérimenté pour l'emporter à la décision. Un peu plus de poids, un peu plus de force, un peu plus de... Ouais, c'est vrai que le poids, ça va beaucoup jouer sur l'impact des frappes. Voilà. Et puis après, on le sait, hein, sur la légèreté, si Terence Crawford est un peu plus endurant, ça pourrait jouer aussi là-dessus. Ouais. En tout cas, comme tu l'as dit, forte chance, enfin, en tout cas, selon les codes de Paris, forte chance que ça aille à la décision. Et en général, ce genre de choses est bien calculé, surtout pour un combat qui a autant de hype. Je pense que les cotes ont été vraiment suranalysées, que ce soit avec des chiffres ou avec des humains derrière. Alors, je voulais finir le podcast avec 2 questions annexes. Juste un petit mot sur le reste de la carte. Il y a le franco-camerounais / canadien Christian Mbili qui va disputer la ceinture intérimaire de la même catégorie de poids que le main event. Donc, très intéressant pour le public français de regarder ce combat. Ce sera face à Lester Martinez. Donc, on est sur un 26-0 contre un 19-0. Et alors, en co-main event, ils ont mis le chouchou de Turquie, Callum Walsh. J'avais aussi commenté un de ses combats. Très chouette à regarder. Il a 14-0. Il a vraiment un style très appréciable. Il est contre Fernando Vargas qui est à 17-0. Donc voilà, c'est pas en boxe anglaise, tu retrouves de temps en temps juste un main event et puis rien derrière. Depuis l'époque Turquie, tu retrouves vraiment un gros main event et des bons combats derrière. Donc je pense que et les connaisseurs de boxe anglaise, je suis sûr qu'ils vont pouvoir me sortir d'autres combats qui sont intéressants. Mais voilà, de ma connaissance, il y a au moins 2 combats très intéressants à regarder avant le main event. Donc redis-les, donc c'est Callum Walsh, le combat qui t'intéresse, le co-main event, et Christian Mbili. Ah oui. Voilà, c'est deux combats que je vais aussi, à mon avis, me permettre de regarder si mon dimanche me le permet. Alors, 2 petites questions plus légères maintenant. Est-ce que ce genre de deal sur Netflix qui met enfin un vrai combat de boxe avec de la qualité, ça peut avoir un impact très positif sur la notoriété du sport, engager de nouveaux fans, ce genre de choses? Forcément, tu vas toucher un peu plus de monde. Moi, je t'avoue que personnellement, pour la boxe anglaise, pour la suite, je pense que c'est pas tant un deal Netflix qui va aider. Je pense plutôt, et peut-être que certains vont trouver ça pas très juste, mais je pense que le système championnat UFC, la nouvelle organisation que veut mettre en place Dana White, tu vois, avec des rosters, avec des poules de combattants, va plutôt... pour moi, c'est ça qui est plus intéressant. Ça va apporter de la clarté. Ben, ça apporte de la clarté, tu peux pas commencer à esquiver. On a parlé de ça, hein, c'est Alvarez qui avait tendance à tiens, sur celui-là, je vais pas le prendre maintenant, je vais le prendre plus tard. On a eu des combattants qui ont fait ça, tu vois. Dylan me disait, donc Dylan qui a couvert la boxe chez nous, m'expliquait en off que en tant que fan de boxe anglaise, il y avait eu presque 2 décennies, je pense. Il m'a parlé de au moins une décennie où le fan de boxe anglaise était archi frustré parce qu'aucun gros nom ne voulait s'affronter, ne voulait se croiser. Enfin, aucun, j'exagère, mais les gros combats de boxe anglaise étaient extrêmement rares parce que justement, il y avait trop de pouvoir dans les mains des athlètes. Et ils s'affrontaient à des moments qui n'étaient plus les moments qu'on attendait. Pacquiao contre Mayweather est le meilleur exemple. Ils se sont affrontés 4 ans après, là où il y avait vraiment la volonté des fans. Et en fait, la boxe anglaise et l'UFC, je ne vais pas dire le MMA, mais l'UFC, c'était à 2 opposés du spectre. Il y avait trop de pouvoir pour les athlètes et du coup, c'est très bien parce qu'ils ont des primes de ouf, à très haut niveau en tout cas. Mais du coup, les fans, ils sont très frustrés parce qu'ils ne voient pas les combats qu'ils veulent voir. Et de l'autre côté, tu as l'UFC où les fans sont ultra satisfaits parce que c'est vraiment les meilleurs qui affrontent les meilleurs. Mais de l'autre côté, voilà, les athlètes sont peut-être pas payés à leur juste valeur, surtout quand tu compares ce qui est rémunéré en boxe anglaise. Et donc, en fait, c'est peut-être quelque chose entre les deux qui est idéal et pour les fans et pour les athlètes. Et voilà, le truc de la volonté de Dana White, si ça fonctionne, ça va satisfaire les fans qui se préoccupent uniquement de regarder et de kiffer des combats, mais tu risques d'avoir ce même problème s'ils obtiennent le monopole et le monopsone, d'avoir des boxeurs qui étaient super bien rémunérés à l'époque et qui ne le seront plus maintenant. Écoute, moi, sur ce discours-là, je voudrais plutôt les chiffres, hein, parce qu'effectivement, tu vois un boxeur qui va gagner 100 fois plus, un champion du monde 100 fois plus qu'un champion UFC,
mais sur la masse de combattants. Les cartes en boxe anglaise, c'est celui qui est tout en haut de l'affiche qui prend les 100 millions. Et tous ceux qui sont en dessous, ils mangent des miettes, tu vois. Ouais, À c'est vrai. l'UFC, est-ce que c'est mieux réparti? Alors, je pense pas, hein, je pense que l'UFC peut faire beaucoup mieux. Je pense que la boxe pourrait faire beaucoup mieux. Mais il faut pas oublier ça que je pense qu'il y a plus peut-être de combattants qui vivent à date égale, hein, bien évidemment, parce que le sport est nouveau, hein, pour le MMA. Mais à date égale, je pense que c'est mieux distribué en MMA. Ouais, et ça, c'est le gros contre-argument, c'est en boxe anglaise, si tu veux être archi méga riche, tu dois vraiment arriver dans le top du top du top. Tu dois Et être tu le mets du seul. temps à avoir des bonnes rémunérations. Alors qu'en MMA, tu peux déjà avoir des bonnes rémunérations relativement tôt dans ta carrière, même en dehors de l'UFC. Tant que tu vends bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, en tant que fans de MMA, on discute sur la carte, quoi. Ah, c'était une bonne carte, c'était pas une bonne carte. Imagine un petit peu. Donc, ça veut dire qu'on discute sur 12 combats. Ouais. En boxe anglaise, ils discutent sur un combat. Et puis, bah, le reste, c'est vraiment pour les ultra connaisseurs, quoi. Tu vois la différence? Sauf depuis Turquie. Depuis Turquie, tu as vraiment des cartes où ils vont discuter sur la carte. Ouais, mais ça fait quoi? Turquie, c'est quoi depuis quand? 2 ans, ça fait. Mais oui, mais c'est ça que Dylan disait, c'est qu'il y avait une grosse frustration. Et depuis Turquie, ben, on commence à avoir ces combats où tu as vraiment le champion de 2 fédérations contre le champion d'une fédération et tu commences à avoir des unifications de titres. Tu commences à avoir des champions d'une fédération qui prennent celui que tu veux, tu vois, le challenger derrière et pas le numéro 6. Mais je pense et que effectivement, tu commences à avoir des cartes où il n'y a pas qu'un combat mis en avant, tu en as plusieurs qui valent la peine. Bah, bien sûr, je pense qu'en boxe anglaise, tu as souvent un gros combat, tout le monde vient pour un gros combat. Et j'espère en tout cas que la boxe, si elle veut vraiment revenir à son plus haut, sa plus haute reconnaissance, il va falloir mettre en place ce genre de choses. Éviter que ça s'esquive avec un seul roster, entre guillemets, une grosse organisation où tous Tout le les monde, combattants veulent y aller pour gagner le titre suprême. Ouais. Et au-delà de l'argent, il faut pas oublier que, et on l'a vu sur la vidéo qui a leaké avec Lausanne, les gars sont pas là pour l'argent. Les gars, ils sont là pour leur rêve, pour obtenir cette ceinture. Et je suis persuadé que tu as des combattants de MMA qui préfèrent s'asseoir sur 1 ou 2 millions, mais être champion du monde, tu vois. Il y a des choses qui restent pour l'éternité, entre guillemets, tu vois. Ouais, et alors, je suis désolé, je vais de nouveau faire un lien avec un livre que je lis. Ça m'arrive souvent, mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui apprécient ça. Donc là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Employer Branding Management. Et dans le livre, c'est expliqué, j'ai fait le lien avec le MMA. En tant qu'entreprise, si tu veux recruter les meilleurs talents, tu as 2 options. Soit c'est financier, tu lui offres le meilleur package financier pour la position que tu recherches, soit c'est autre. Et autre, ça peut être la flexibilité, les opportunités, la notoriété, la crédibilité, la tâche que tu peux avoir une société par les valeurs. Tu vois, est-ce que tu vas travailler dans une société dans laquelle tu n'as aucune attache avec les valeurs pour beaucoup d'argent, ou plutôt une société où tu vas gagner moins, mais tu es impliqué dans le projet, tu veux que la mission te parle, tu vois. Et donc, je trouvais ça super intéressant parce qu'en MMA, c'est un peu la même chose. Tu peux être en dehors de l'UFC, tu vas gagner plus à certains niveaux, hein, ou bien tu vas à l'UFC, mais dans ce cas-là, tu n'es pas axé sur l'argent en premier, tu es axé sur le challenge sportif. Et Non, je- sur l'image, hein. Ouais, et sur Et l'image. sur l'image, l'UFC, elle vend aussi une image. UFC Fighter, sur ta bio, Insta, machin, etc. Voilà. Donc, pourquoi tu veux payer plus cher des combattants si ils sont prêts à combattre gratuitement, juste pour l'image. On Tu vois. s'entend, ouais. Pour le Bon, challenge ouais. sportif, pour l'image, pour ce que ça représente, tu vois. Ouais. Et en fait, l'UFC a travaillé pour obtenir ces autres. Bah ouais, tu vois, elle a ce investi, côté autre. c'est elle qui a créé le sport aux Voilà. États-Unis, hein, d'une certaine manière. Je pense Et en que- fait, effectivement, UFC Fighter, tu deviens une Ouais, marque. tu deviens une marque, oui. Et tu sais vendre ça sur ton après-carrière. Donc, tu vois, tu parles aussi de ce que tu gagnes pendant ta carrière, mais qu'est-ce que tu peux faire à ton après-carrière? Tu as plus d'options quand tu es passé par l'UFC que quand tu n'es pas passé par l'UFC. sûr. Donc voilà. Et je trouvais ça très intéressant parce que ça m'a vraiment fait tilt en disant, OK, l'UFC, ils ont construit un branding qui donne envie d'aller combattre chez eux, peu importe, entre guillemets, peu importe la somme. Et au final, tu as quand même cette opportunité de devenir très riche si tu montes vraiment les échelons ou si tu fais une très bonne communication. Et toutes les autres promotions, pour l'instant, sont en train d'essayer de concurrencer l'UFC en proposant un meilleur package. Et c'est aussi pour ça que c'est critiqué auprès de l'UFC. Vous voyez, une petite promotion est capable de le faire, donc pourquoi pas vous? Parce que nous, on travaille sur
la volonté d'être chez nous. On a envie de combattre, c'est un rêve de combattre à l'UFC, c'est pas un rêve de combattre ailleurs. Et donc là, effectivement, pour la boxe, il va potentiellement y avoir cette même concurrence. Tu vois. Ça arrivera. Actuellement, la boxe, le branding, c'est le nom du combattant. C'est ce qu'il représente. Peu importe l'organisation où il combat, c'est le nom du combattant qui rapporte de l'argent. Ouais. Alors, je termine. Si tu avais carte blanche pour faire passer un seul combat de MMA sur Netflix, dans le but de toucher le public le plus large possible et à la fois de convertir de nouveaux fans grâce à un combat de qualité, qui est-ce que tu choisirais? Ta carte blanche, hein. Là on oublie UFC, contrat, blabla, tu choisis qui tu veux. Actuel. Hein. Actuel, ouais, c'est sur le moment, tu vois. C'est le combat qui m'intéresse le plus actuellement, c'est de voir Islam redescendre à 70 kilos. Clairement, ça serait un Makhachev Topuria, clairement. Ah bah on a puis, comme ça, je dis à Netflix, voilà, vous allez prendre le territoire russe, la clientèle par là-bas, tu vois. En plus. Mais en tout cas, pour moi, c'est peut-être le combat le plus hypant. Alors, il y a de l'histoire, il y a le combat un petit peu je pense, un petit peu combat de légende derrière. Clairement, ça serait ce combat-là. Et il y a la qualité. En fait, moi, j'avais noté que l'exercice était assez compliqué parce que personnellement, j'ai envie de choisir deux gars qui ont une belle image, encore un très bon niveau et qui sont assez bien suivis déjà de base. Donc, ça éliminait des noms comme John Jones et Conor McGregor de l'équation. John Jones pour l'image, McGregor pour l'image et le niveau. Donc voilà, le reach n'est pas optimal. Clairement, si tu fais un Jones contre Ngannou, bah, tu vas toucher plus de monde que Topuria contre Makhachev. Mais voilà, tu as deux gars qui vont mieux communiquer en Topuria et Makhachev, et le combat sera de très très haute qualité. Donc voilà, j'étais parti exactement sur le même que toi, Islam contre Topuria. Mais par contre, tu dis McGregor, je pense que McGregor serait sûrement un choix plus intéressant, parce qu'il est déjà 2 fois sur Netflix, hein, si je dis pas de bêtises. Pour le reach, ouais, mais par contre, il a l'image et qualité du combat. Ça n'a pas empêché les gens de regarder. Il a le film Roadhouse, où il joue un rôle dedans. Et il a un reportage, je crois, Notorious, je sais pas quoi. Il a un reportage. Il a 2 documentaires. Il a un documentaire et un docu-série. Oui, bien sûr, mais les 2 sont sur Netflix. En tout cas, les 2. J'ai vu les 2 sur Netflix. Est-ce qu'ils le sont encore? Je sais pas. Mais les 2 étaient sortis sur Netflix initialement. Ouais. Ça aide aussi, hein, quand tu as déjà un petit peu, entre guillemets, marqué. Si tu parles je pense que clairement, Netflix, il devait choisir, il partirait là-dessus. Ouais, mais là, c'est toi. Qu'est-ce que tu leur dis? Genre, tu vois, si tu étais le décisionnaire. Si je suis le décisionnaire, je regarde financièrement. Et si je vois que c'est McGregor, je prends McGregor, clairement. Ah oui, j'avoue, bon, c'est vrai. Voilà. Si par contre, oui. Bah, écoute. Mais bon, si ton but, c'est vraiment de dire, OK, je veux toucher un large public et en même temps, je veux convertir des nouveaux fans. Et lisser l'image du MMA. Ah, bah voilà, ouais. Voilà. J'ai oublié de le dire dans la question, mais je pense que, en tout cas, voilà, moi, je pense que Topuria représente une image intéressante, un McGregor beaucoup plus posé, beaucoup plus, parce qu'on aurait pu espérer de McGregor dans la suite, tu vois. Ouais, dans sa manière d'être, même si, ouais, peut-être qu'il y a eu des petites maladresses, des moments un peu gênants dans ce qu'il a proposé. Je trouve qu'il est en train de trouver un petit peu sa personnalité. Et puis, bah, Islam, moi, c'est clairement une des personnalités que je préfère. Je suis persuadé que c'est une très très belle personne et donc oui, clairement, il mérite d'être un peu plus connu, notamment sur sa personnalité et sur les belles valeurs qu'il a, quoi. Ouais, parfait. Brian, un tout grand merci. On a dépassé l'heure. On est en forme pour l'instant. Les amis, merci à tous. Encore merci pour les 50K. On continue. Hein. Maintenant, c'est road to 100K. Donc, continuez à vous abonner. Hein. Ouais. Ciao. Ciao tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire: rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMD
NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oco produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oco traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oco a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.